Au cours du XIXe siècle, de nombreux forains et cirques recherchaient des personnes présentant des conditions médicales extraordinaires ou des apparences frappantes, les exposant comme des spectacles pour les foules. Étiquetés comme des curiosités humaines, ou plus durement, des monstres de la nature, ils fascinèrent le public par leurs formes uniques, allant des géants et des nains aux femmes à barbe et aux jumeaux siamois. Alors, rejoignez-moi pendant que nous explorons tout cela, et bien plus encore. En 1863, la petite Lavinia Warren a épousé un autre artiste. Les deux étaient célèbres, et quelques années plus tard, des photos d'eux avec un bébé ont été publiées. Le public est devenu fou à l'annonce et ils ont entamé une tournée nationale avec un enfant. Pourtant, la vérité derrière tout cela pourrait vous choquer. Maintenant, revenons au début. La femme connue sous le nom de Lavinia Warren est née sous le nom de Mercy Lavinia Warren Bump, le 31 octobre 1841 dans la ville de Middleborough, dans le comté de Plymouth, au Massachusetts. Ses parents, James Sullivan Bump et Holder Pierce Warren, étaient des descendants éloignés des passagers du Mayflower et avaient des moyens convenables. Les parents de Lavinia étaient tous deux de taille moyenne et étaient très heureux lorsque leur petite fille est née en bonne santé. Elle pesait 6 livres à la naissance et est restée petite pour son âge en grandissant, mais elle a rapidement cessé de grandir complètement. Il s'est avéré que Lavinia souffrait de nanisme proportionné. Cela était presque certainement dû à un trouble de l'hypophyse, qui a eu un impact sur la production de l'hormone de croissance dans son organisme. Cela fait qu'une personne reste très petite en grandissant. Cependant, ce type de nanisme fait que chaque partie du corps grandit de manière proportionnelle aux autres parties. Fait inhabituel, la jeune sœur de Lavinia, Minnie, née en 1849, souffrait également de nanisme proportionné. Lavinia a atteint une taille maximale de 2 pieds 8 pouces, soit 81 cm, tandis que Minnie était même légèrement plus petite. Le duo avait 7 autres frères et sœurs qui ont tous atteint une taille normale. Bien qu'elles soient extrêmement petites, elles étaient en bonne santé et traitées de la même manière que leurs autres frères et sœurs, menant une vie relativement normale dans leur maison du Massachusetts, allant à l'école et faisant des tâches ménagères. Pour Lavinia, cependant, tout cela allait bientôt changer. Après ses études, elle est devenue institutrice. Elle était manifestement intelligente, commençant sa carrière à seulement 16 ans, mais cela ne durerait pas longtemps. L'ascension de Lavinia vers la célébrité s'est produite tout à fait par hasard. Un été à la fin de son adolescence, une cousine l'a convaincue de partir vers l'ouest où il possédait un bateau sur le fleuve Mississippi. Lorsque Lavinia est arrivée là-bas, elle a découvert que l'invitation n'était pas tout à fait innocente. Un spectacle appelé le Musée des merveilles vivantes y était organisé par un impresario local. Cela faisait partie de l'engouement contemporain pour ce qu'on appelait souvent des spectacles de curiosité, des foires aux monstres ou même des musées et des cirques. Ceux-ci mettaient en avant des personnes aux caractéristiques inhabituelles, qu'il s'agisse de géants, de siamois ou de nains comme Lavinia et sa sœur Minnie. Lavinia fut rapidement convaincue de rejoindre le spectacle en tant que reine des Lilliputiens, une référence aux Lilliputiens, ces petits habitants du pays de Lilliput dans le célèbre roman de Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver. Elle passa les années suivantes à se produire périodiquement dans la région du Mississippi, faisant la navette entre cet endroit et le Massachusetts. Après un certain temps, P.T. Barnum, le principal directeur de spectacles de curiosité en Amérique à l'époque, et celui qui se proclamait le plus grand impresario du monde, entendit parler de Lavinia et envoya l'un de ses agents la contacter pour qu'elle rejoigne son propre spectacle. Nous étions en 1862, et le musée américain de Barnum à Lower Manhattan était le spectacle de ce genre le plus réputé à l'époque. Attirée par un salaire plus élevé que celui qu'elle recevait dans le Mississippi, Lavinia partit bientôt pour New York afin de rejoindre la troupe de Barnum. Ce fut un début réussi. Lavinia chantait et dansait dans le spectacle, et elle avait une grande aisance avec les gens, se mêlant à la foule après la représentation. Elle est vite devenue la favorite du public et comme elle n'avait que 21 ans à l'époque et qu'elle était célibataire, il n'a pas fallu longtemps avant que d'autres artistes essayèrent de la courtiser. Très vite, une romance a fleuri pour Lavinia au sein de la troupe de Barnum. Parmi les autres artistes présents se trouvait le général Tom Pouce,
dont le vrai nom était Charles Sherwood Stratton. Âgé de 3 ans et demi de plus que Lavinia, il était un artiste chevronné. Il travaillait avec Barnum depuis le milieu des années 1840, ayant rejoint ses spectacles enfants. Stratton avait même été adopté par Barnum en 1855 après la mort de son père. Ces années d'enfance et d'adolescence avaient vu Tom, qui avait reçu son nom de Barnum, parcourir l'Europe et l'Amérique en tournée. Il était déjà célèbre lorsque Lavinia a rejoint le spectacle, et on disait qu'à part certains membres de la dynastie Bonaparte, personne n'était plus célèbre en Amérique que le général Tom. Tom tenta rapidement de courtiser Lavinia, mais cela entraîna une rivalité entre lui et un autre petit artiste de Barnum, connu sous le nom de scène de Commodore Nutt. Nutt avait rencontré Lavinia avant Tom et était déjà profondément amoureux d'elle. Cependant, ses sentiments n'avaient pas été réciproques. Finalement, Tom l'emporterait dans la bataille pour gagner les faveurs de Lavinia, bien qu'il ait rencontré quelques difficultés. Le Commodore l'a assommé lors d'une bagarre à une occasion, et la mère de Lavinia n'approuvait pas le général, ni son goût pour la grande vie. Finalement, après qu'il ait promis de rejoindre le spectacle à plein temps, après avoir brièvement envisagé de prendre sa retraite, Lavinia a accepté d'épouser Tom. Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias à ce sujet, certains journaux publiant des articles affirmant que Barnum orchestrait toute l'affaire, bien que, pour une fois, le montreur semble n'avoir été absolument pas impliqué. Ainsi, après une brève cour, Lavinia devait épouser le général Tom Pouce. Le mariage de Tom et Lavinia a eu lieu le 10 février 1863, à l'église Grace à New York. Il a été considéré comme l'un des mariages du siècle et une preuve de la célébrité du couple, faisant partie du spectacle de Barnum à l'époque. Plusieurs anciens gouverneurs de New York et des États voisins, des maires, des membres du Congrès, des hommes d'affaires influents de New York et des personnalités mondaines figuraient parmi les 2000 invités, tandis que ceux qui n'étaient pas invités ont payé jusqu'à 60 chacun pour obtenir une place dans certains des bancs de l'église. Au total, entre ceux qui figuraient sur la liste des invités et ceux qui se sont invités sans y être conviés, jusqu'à 10 000 personnes ont assisté au mariage. Toute l'affaire a été rapportée par le New York Times, qui a publié un très long article à ce sujet. Le langage n'était certainement pas politiquement correct selon les normes d'aujourd'hui, mais on comprend l'intérêt suscité par l'événement à travers le passage suivant. Les Écritures nous disent qu'une petite étincelle peut allumer une grande flamme. Et dans ce cas, personne ne devrait être surpris que deux petites choses, ces choses bon temps puissent en créer une. Un tel vacarme, un tel tumulte d'excitation, un tel intérêt intense dans le monde féminin de New York et de ses environs que l'on provoquait les amours de nos Lilliputiens. Nous disons le monde féminin parce qu'il y avait plus de 20 000 femmes dans la ville hier matin, levées et habillées 1h30 avant leur heure habituelle, uniquement et simplement à cause des noces imminentes de M. Stratton et de Mlle Warren. Elles n'avaient pas toutes des cartons d'invitation, oh non, mais ce n'était pas de leur faute. Les pères étaient enflattés, les maris harcelés, les frères bousculés, et les cousins sollicités pour acheter, mendier, emprunter, d'une manière ou d'une autre, des billets d'entrée pour le grand événement. Les célébrations du mariage se sont ensuite déplacées à l'hôtel métropolitain. Barnum a fait fortune grâce à cela, vendant 1000 billets à 75 chacun, soit plus de 2000 $ aujourd'hui. Le mariage du général Tom et de Lavinia s'est déroulé à la fois sous les projecteurs et dans l'intimité. Il ne pouvait pas complètement échapper à l'attention du public et la rechercher à la parfois. Peu de temps après leur mariage, par exemple, ils ont rendu visite à la Maison-Blanche et ont été reçus par le président Abraham Lincoln. C'est une preuve supplémentaire de leur célébrité que le président ait trouvé le temps de les recevoir en pleine guerre de sécession. Lincoln a demandé au général s'il avait des conseils pour mettre fin au combat. Tom a dit de demander à Barnum qu'il arriverait à y mettre fin en moins d'1 mois. Lavinia et Tom ont continué à travailler un moment. Barnum a organisé une tournée de 3 ans en Europe, durant laquelle ils ont visité la plupart des grandes capitales et rencontré des personnalités éminentes, comme l'empereur Napoléon III de France, le roi Victor Emmanuel II du tout nouveau royaume d'Italie unifié, et le pape Pie IX, l'évêque de Rome ayant exercé le plus long pontificat.
Par la suite, ils se sont dirigés vers l'Inde britannique et ont traversé des villes comme Calcutta et l'actuel Bangladesh avant de rentrer chez eux en Amérique. À ce moment-là, ils avaient amassé une fortune considérable, étant millionnaires selon les normes actuelles et menant une vie de luxe bien qu'il y ait eu quelques inconvénients. En raison de sa petite taille, Lavinia était perçue comme une enfant par le public, et beaucoup de ceux qui la rencontraient voulaient la porter ou la caresser. Bien sûr, Barnum encourageait cette image d'elle, même lorsqu'elle atteignait la trentaine, afin de maintenir des ventes élevées. Lavinia était désormais une femme à part entière et n'aimait pas être perçue comme une enfant, mais elle a continué à se produire malgré tout, déclarant « j'appartiens au public ». Après le mariage, alors que l'intérêt pour le couple diminuait, des photos d'eux avec un bébé ont été publiées. Le public est devenu fou à cette nouvelle, et cela a été suivi d'une tournée nationale où Lavinia est apparue avec son bébé. Pourtant, il ne s'agissait pas vraiment de l'enfant de Lavinia, et la vérité derrière cela était assez sombre. En réalité, Barnum et son équipe se rendaient dans un orphelinat local avant chaque spectacle et obtenaient secrètement un enfant pour le spectacle. C'était ce bébé qui apparaissait devant la foule et une fois le spectacle terminé, ils ramenaient l'enfant à l'orphelinat. Quand ils allèrent dans une autre ville ou village, ils faisaient tant pareil. Barnum affirmait pourtant que c'était leur bébé et aurait inventé une histoire disant que l'enfant était mort à 2 ans d'une inflammation du cerveau. La ruse a eu tellement de succès que de nombreux historiens, jusqu'à récemment, pensaient qu'elle était vraie. En réalité, Lavinia n'a jamais eu d'enfant, craignant de mourir pendant l'accouchement en raison de sa petite taille. Au cours des années suivantes, la vie de Lavinia prit une tournure tragique. En 1878, sa sœur Minnie est morte dans ses bras, à cause de complications lors de l'accouchement, car son bébé de 6 livres était trop lourd pour son petit corps. Sa petite fille est également décédée quelques heures plus tard. Puis, en janvier 1883, Lavinia et son mari étaient en visite à New Hall House dans le Wisconsin lorsque l'hôtel a pris feu. Le feu s'est rapidement propagé dans tout le bâtiment et il semblait qu'ils allaient subir un sort tragique. Heureusement, ils ont été repérés et leur petite taille a permis aux pompiers de les porter facilement en lieu sûr. Ce fut l'un des pires incendies d'hôtels de l'histoire américaine et au moins 70 personnes ont péri dans l'incident. Malgré ce coup de chance, Tom ne survivrait de toute façon pas beaucoup plus longtemps. Le 15 juillet 1883, 6 mois après avoir failli mourir dans l'incendie, Tom est décédé d'une attaque à seulement 45 ans, les années de vie d'excès l'ayant rattrapé. La mort de Tom a placé Lavinia dans une position difficile. Tout d'abord, elle était dévastée sur le plan émotionnel et resterait en deuil pendant une grande partie du reste de sa vie. Deuxièmement, sa situation financière n'était pas bonne après la mort de Tom. Bien que le couple ait fait fortune grâce à leur travail avec Barnum dans les années 1860 et 1870, Tom en particulier avait pris goût à la grande vie et une grande partie de leur argent avait été gaspillée. Cet argent a été dépensé pour des choses comme un voilier, plusieurs propriétés, un haras, l'entretien d'une maison luxueuse qui comprenait une calèche pour assister à des événements, ainsi que du champagne et des cigares coûteux. Ainsi, Lavinia n'avait plus que 16 000 $ lorsque Tom est décédé. C'était une somme convenable à l'époque, soit environ un demi-million aujourd'hui. Mais elle devait tout de même retourner travailler. Malgré tout, pour essayer de gagner plus d'argent, continuer à vivre comme elle en avait l'habitude et couvrir ses lourdes dépenses. Lavinia se retrouva bientôt à travailler dans un spectacle avec le comte Primo Magri, un nain italien de 8 ans son cadet, qui avait travaillé avec elle et Tom par intermittence au fil des années. Il avait un partenaire nommé Giuseppe, qui, disait-on, était son frère jumeau et se produisait sous le nom de Baron Littlefinger. Lavinia et le comte commencèrent bientôt une relation et, en 1885, 2 ans après la mort de Tom, ils se marièrent à New York, dans la même église où Lavinia et Tom s'étaient mariés 22 ans plus tôt. Lavinia et le comte restèrent mariés pendant 34 ans jusqu'à leur mort, qui survint à peu de temps d'intervalle. C'était une union étrange et précipitée, car tous deux semblaient régulièrement infidèles l'un envers l'autre.
Ils continuèrent également à travailler jusqu'à un âge très avancé, car tous deux avaient des goûts de luxe et dépensaient l'argent dès qu'ils le gagnaient. De plus, l'âge d'or des spectacles de curiosité et des cirques que Barnum et d'autres dirigeaient en Amérique touchait à sa fin, et les revenus que des artistes comme eux pouvaient gagner avaient diminué dans les années 1890 et 1900. L'une des raisons pour lesquelles ces spectacles étaient tellement passés de mode était l'apparition des images animées. L'industrie cinématographique hollywoodienne s'est développée dès 1912 lorsque les réalisateurs ont installé des studios de cinéma en Californie. Lavinia et le comte furent parmi les premiers nains à apparaître dans un film lorsqu'ils jouèrent dans La cour galante de Lilliput, qui a été présenté en 1915. Le film muet était aussi politiquement incorrect que possible, mettant en scène des personnages aux noms comme Pee-wee et Oncle Tiny Mite, et montrant des personnages se promenant à dos de poneys Shetland. Sa participation à La cour galante de Lilliput fut le dernier acte marquant de la longue carrière artistique de Lavinia. Elle est décédée le 25 novembre 1919 dans sa ville natale de Middlebury, Massachusetts. Elle avait 78 ans et avait vécu une vie très longue selon les standards de l'époque. Lavinia a été enterrée à côté de Tom, là où il avait été inhumé 36 ans plus tôt. Sa tombe portait juste l'inscription « Sa femme ». Le comte Magri est décédé l'année suivante. En 1863, un nouveau numéro fut présenté au tristement célèbre plus grand spectacle du monde pété Barnum. Il s'agissait d'Anna Heyning Bates, une femme qui mesurait près de 2,40 m. Elle est rapidement devenue une célébrité et a tiré le meilleur parti de sa situation. Pourtant, il y avait aussi des aspects tragiques dans sa vie, et la chose qu'elle désirait le plus lui a échappé. Mais avant d'en arriver là, revenons au début. Anna Heyning Swan est née dans la région de Millbrook, en Nouvelle-Écosse, au Canada, le 6 août 1846. Elle était la troisième d'une grande fratrie de 13 enfants nés d'Alexandre Swan et de son épouse, Anne Graham. La famille d'Anna était originaire d'Écosse, car son père avait immigré en Nouvelle-Écosse depuis Dumfries, et les ancêtres de sa mère venaient des îles Orcades, au large de la côte nord de l'Écosse. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'Anna était différente de ses frères et sœurs. Alors qu'elle était encore bébé, elle a commencé à grandir incroyablement vite, et cela ne s'est pas arrêté. On pense qu'elle avait une taille normale à la naissance, bien que certains témoignages suggèrent qu'elle était un bébé géant. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 5 ans seulement, elle mesurait déjà 1,42 m et aurait pesé plus de 45 kg. Pour ceux qui utilisent le système métrique, cela correspond à environ 142 cm et 45 kg. Et cette croissance rapide s'est poursuivie au fil des années. Bien que les connaissances médicales de l'époque étaient insuffisantes pour qu'elle soit diagnostiquée avec précision, Anna est clairement née avec une affection appelée gigantisme. Cela résulte d'un trouble de l'hypophyse, qui est responsable de la production de l'hormone de croissance. La surproduction de cette hormone pendant l'enfance et l'adolescence conduit alors la personne à atteindre une taille anormale, et les personnes atteintes de cette affection vivent généralement moins longtemps. Malgré sa croissance physique particulière, Anna a eu une enfance assez normale. Ses parents n'étaient pas des chrétiens pieux et ont fait de leur mieux pour la traiter aussi bien que leurs autres enfants, même lorsque des gens de Nouvelle-Écosse venaient chez eux pour voir ce qu'on appelait le bébé géant. Elle a reçu une bonne éducation pour l'époque et était une excellente élève. Elle aimait lire, avait du goût pour la musique et était considérée comme très intelligente. Pourtant, sa vie scolaire a aussi connu des difficultés. En raison de sa grande taille, elle était trop grande pour les pupitres de la classe et, pendant un certain temps, elle a été taquinée à propos de sa taille. Anna a vite grandi au point d'être vite devenue trop grande pour ses vêtements, ses chaussures et même son lit. La famille d'Anna a fait de son mieux pour subvenir à ses besoins, son père allant même jusqu'à construire un lit immense pour sa fille, mais cela a mis une pression financière sur la grande famille. Tout cela allait la conduire dans l'une des industries les plus fondées sur l'exploitation du XIXe siècle. Avec le temps, Anna a acquis une certaine notoriété en Nouvelle-Écosse, et les nouvelles sur la femme géante de la campagne canadienne ont atteint les États-Unis.
Là-bas, P.T. Barnum, réputé comme le plus grand impresario du monde et directeur de ce qu'on appelait cruellement à l'époque des foires aux monstres, entendit parler d'Anna. Barnum organisait des spectacles où des nains, des géants, des personnes avec 4 ou 6 jambes et diverses autres particularités étaient exposées. Lui et ses artistes gagnaient bien leur vie grâce à ces spectacles, malgré le fait qu'ils étaient la cible de moqueries publiques. Ainsi, en 1862, Barnum envoya un agent en Nouvelle-Écosse et fit une offre à Anna pour qu'elle vienne à New York et rejoigne ce qui était alors connu sous le nom de Musée américain de Barnum. Pourtant, les parents d'Anna ont refusé son offre. Même s'ils avaient besoin d'argent, ils étaient des presbytériens craignant Dieu et considéraient Barnum comme un démon sans scrupules. De plus, ils savaient qu'Anna voulait devenir enseignante et respectaient ni ses souhaits. Anna, alors âgée de 17 ans, avait déménagé dans une autre ville et commencé à travailler dans une école. Pendant son séjour ici, elle a été insultée à propos de sa taille, et les habitants la fixaient constamment du regard, certains allant même jusqu'à la suivre partout. Tout cela la mettait extrêmement mal à l'aise, et c'est à ce moment-là qu'elle a contacté Barnum et a accepté son offre. L'accord qu'Anna a négocié avec Barnum était bon. Elle devait être payée 23 $ par semaine au début, soit environ 700 $ aujourd'hui, avoir une chaperonne pour s'assurer qu'elle soit protégée dans Manhattan, et un tuteur pour lui enseigner diverses matières pendant 3 heures par jour. Elle est ainsi devenue une femme d'affaires instruite et a également appris à jouer du piano et à chanter. Enfin, elle a pu gagner de l'argent supplémentaire en prenant un large pourcentage des prix payés pour les photos d'elle, vendues au musée de Barnum. Elle a rapidement commencé à gagner beaucoup d'argent, présentée comme mesurant plus de UX40 et étant la femme la plus grande du monde. C'était une légère exagération à l'époque car elle était encore en croissance, atteignant finalement une taille totale de 2,41 mètres, soit 7 pieds et 11 pouces. Pourtant, le temps passé par Anna avec Barnum n'a pas été de tout repos, et cela a failli lui coûter la vie. Le 13 juillet 1865, un incendie s'est déclaré au musée de Barnum. Les incendies étaient un danger courant dans les villes du XIXe siècle comme New York, et comme le grand incendie de Chicago en 1871 allait bientôt le démontrer, il pouvait souvent devenir totalement incontrôlable. Dans ce cas précis, les flammes ont ravagé le musée de Barnum et ont rapidement englouti les étages inférieurs. Anna se trouvait au 3e étage à ce moment-là, ce qui mettait sa vie en grave danger. Seule et craignant pour sa vie, elle a essayé de trouver une fenêtre pour s'échapper, mais sa taille imposante ne lui laissait aucune chance de pouvoir passer par une fenêtre normale. Alors que les flammes envahissaient le musée, plusieurs autres artistes et membres du personnel sont venus au secours d'Anna. Ils l'ont dirigée vers le grenier du bâtiment, dont certaines parties étaient en bois. Là, ils ont pu casser le mur autour de la fenêtre pour l'élargir. Ils ont ensuite fait descendre Anna par la fenêtre jusqu'à l'extérieur, en sécurité. C'était un véritable exploit, qui a nécessité 18 hommes utilisant des cordes, des poulies et des palans pour la descendre jusqu'au sol. Anna a immédiatement essayé de rendre l'appareil, utilisant sa grande taille pour aider à sortir d'autres personnes du bâtiment après s'être mise en sécurité elle-même. Après cette expérience éprouvante à l'été 1865, Anna avait tout perdu. Tous ses biens avaient été brûlés dans l'incendie, et les spectacles de Barnum étaient en pause, ce qui signifiait qu'elle était également temporairement sans emploi. Elle est retournée chez elle en Nouvelle-Écosse pendant un certain temps, mais elle était de nouveau en tournée peu de temps après. Incroyablement, après être revenue se produire dans la troupe de Barnum, elle était présente lorsqu'un autre incendie a détruit son nouveau musée en 1868. Au début de 1871, Anna entreprenait une tournée en Europe. En traversant l'Atlantique, elle fit la connaissance de Martin Van Buren Bates. C'était un homme du Kentucky qui devait son nom au 8e président des États-Unis, Martin Van Buren, qui était entré en fonction en 1837, l'année même où Bates était né. Cependant, Bates était devenu plus largement connu sous le nom du géant du Kentucky. Martin était un homme immense, bien qu'un peu plus petit qu'Anna, mesurant 2,36 m, soit 7 pieds 9 pouces, et pesant selon la rumeur 213 kg, soit 470 livres.
Une romance est née entre les deux pendant la traversée de l'Atlantique, et, à leur arrivée en Angleterre, Anna et Martin avaient décidé de se marier. La cérémonie a eu lieu à l'église Saint-Martin-in-the-Fields à Londres, le 17 juin 1871. Lors de la tournée qui a suivi, Anna et Martin étaient même présentés tour à tour comme le couple le plus grand du monde et le plus grand couple marié au monde. Ils ont voyagé à travers l'Europe pendant l'année suivante, puis, avec une belle somme d'argent économisée, sont rentrés chez eux en Amérique. Là-bas, ils ont choisi de prendre leur retraite à la campagne près de Séville, dans l'Ohio. Là, le couple a acheté une ferme et l'a remplie de bétail et de chevaux. Anna était particulièrement soucieuse d'accueillir tous les animaux qui prenaient leur retraite des cirques afin de s'assurer qu'ils aient un bon foyer après la fin de leur vie de travail. Cela comprenait même un singe appelé Bouton. Martin a également construit une maison pour eux, adorablement conçue avec des plafonds de 4,20 m de haut et des portes de 2,60 m de haut afin que ni lui ni Anna ne se cognent la tête. Une partie de la maison, cependant, qui a été construite pour les domestiques qu'ils ont engagés, a été réalisée avec des toits de taille normale pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Ils ont continué à faire des tournées régulières avec un cirque dirigé par W. W. Cole pendant les étés, mais ils étaient semi-retraités dans l'Ohio au milieu des années 1870. Ce n'était pas une mauvaise vie ici. Souvent, l'histoire des artistes de cirque présentant des déformations ou des apparences inhabituelles au XIXe siècle était celle de l'exploitation par ceux qui les employaient. Cependant, dans le cas d'Anna et Martin, ils ont habilement géré leur carrière pendant environ 10 ans pour amasser une fortune considérable, puis se sont retirés pour vivre confortablement dans l'Ohio. Pourtant, la tragédie était imminente. Le 19 mai 1872, alors qu'ils étaient encore en tournée en Europe, Anna a donné naissance à une petite fille de très grande taille de 18 livres à Londres. Malheureusement, l'enfant était mort-né. À la suite de cela, Bates et Anna sont tombés en dépression. Pourtant, ils espérèrent avoir des enfants ensemble un jour et ont été ravis lorsqu'Anna est tombée de nouveau enceinte 6 ans plus tard. Le 15 janvier 1879, Anna est entrée dans les premières phases du travail à la maison, à la ferme de Séville, et un médecin a été appelé. 3 jours plus tard, la poche des os d'Anna s'est rompue enfin, surprenant tout le monde par la quantité impressionnante de liquide, apparemment près de 23 litres. Malgré cela, tout laissait penser que l'accouchement serait rapide et réussi. Mais ensuite, les choses se sont rapidement dégradées. Lorsque la tête du bébé est sortie, le médecin a saisi ses forceps et a essayé de les placer autour de la tête du bébé, comme c'était la procédure habituelle, mais quelque chose n'allait pas. La tête du bébé était trop grosse. Un deuxième médecin était maintenant arrivé et ils ont décidé d'enrouler un bandage autour du cou du bébé pour aider à l'accouchement. Après plusieurs tentatives, ils ont réussi. Le petit garçon d'Anna était et est toujours le plus gros nouveau-né jamais enregistré, pesant près de 24 livres, soit environ 3 fois le poids de la plupart des bébés à la naissance. Pourtant, tragiquement, le bébé est décédé après seulement 11 heures. Ce fut la dernière grossesse d'Anna. L'un des aspects les plus curieux de la vie d'Anna était son amitié avec la reine Victoria. Lors de l'une de ses premières tournées internationales, Anna s'était rendue en Angleterre. Là-bas, la reine fut parmi ceux qui rencontrèrent la femme la plus grande du monde. Elles ont discuté et ont fini par nouer une certaine complicité. La reine et la géante sont restées en contact par la suite. Lorsque Victoria a appris qu'Anna devait se marier en 1871, elle a décidé de lui offrir un cadeau spécial. Elle ordonna à la couturière royale et au tailleur de concevoir une robe de mariée pour Anna, confectionnée avec de nombreux mètres de satin broché et de dentelle, et décorée de fleurs d'oranger. C'était peut-être aussi la reine qui avait organisé le mariage d'Anna et de Martin à l'église Saint-Martin-in-the-Fields à Londres. C'est une église célèbre à Trafalgar Square qui n'est pas accessible à n'importe qui pour des occasions comme celle-ci, et l'intervention de Victoria aurait été nécessaire. Après le mariage, Victoria a fait venir Anna et Martin lui rendre visite au palais de Buckingham, la principale résidence royale de la ville de Londres. Là, elle a offert à Anna une bague sertie d'un grappe de diamants, tandis que Martin a reçu une montre de poche en or avec une chaîne.
Des années plus tard, Victoria écrirait à Anna pour lui exprimer sa tristesse en apprenant la nouvelle de la mort de son fils lors de l'accouchement. Le couple rencontrerait également la reine à 2 autres occasions lors de leurs visites en Europe. Afin de se changer les idées après la mort de leurs enfants, Anna et Martin reprirent tant et brièvement la tournée avec la troupe de W.W. Cole au milieu de l'année 1879. Ils continuèrent ainsi pendant plus d'un semestre avant de donner leur dernier spectacle au printemps 1880. Par la suite, Anna et son mari se retirèrent définitivement dans l'Ohio. Ils passèrent le reste de leur vie à la ferme, s'impliquant beaucoup dans l'église baptiste locale. Anna est décédée le 5 août 1888, un jour avant son 42e anniversaire chez elle dans l'Ohio. La cause de sa mort fait l'objet de débats. D'une part, elle souffrait probablement d'une tumeur hypophysaire, et son anatomie inhabituelle aurait provoqué de nombreux problèmes de santé au fil des années. D'autre part, certaines études concluent qu'elle est morte de la phtisie, le terme du XIXe siècle pour désigner la tuberculose. Elle a laissé derrière elle un patrimoine considérable évalué à 40 000 $, l'équivalent de plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Certains de ses bijoux et autres objets ont été légués à des membres de sa famille, comme ses frères, sœurs, nièces et neveux. D'autres ont trouvé leur place dans un musée Sunrise Trail dans sa Nouvelle-Écosse natale. Après la mort d'Anna, Martin a érigé un monument sur sa tombe pour commémorer sa vie. Il vécut encore 30 ans après son décès, se remaria avec une femme de taille plus standard et s'installa en ville. Pourtant, après sa mort en 1919, à l'âge de 81 ans, il fut enterré dans une tombe aux côtés d'Anna et de leur fils, décédés en bas âge. Dans la ville de Seville, encore aujourd'hui, il existe une petite exposition qui reconnaît que ce coin de l'Ohio a autrefois été le foyer du couple le plus grand du monde. Nées en esclavage et vendues alors qu'elles étaient nourrissons, Millie et Christine McCoy étaient des jumelles siamoises qui avaient un tout contre elles. Elles ont subi une exploitation inimaginable et ont même été enlevées pendant de nombreuses années, parcourant le monde comme un spectacle. Qu'est-il donc advenu d'elles ? Trouveraient-elles leur liberté ou seraient-elles considérées comme des monstres toute leur vie ? Millie et Christine McCoy sont nées le 11 juillet 1851 dans une plantation près de Whiteville, en Caroline du Nord. Elles sont nées en esclavage car leurs parents, Jacob et Monemia McCoy, étaient asservis par Alexander Mackay, de qui la famille a tiré son nom. À cette époque, la liberté était encore éloignée de plus d'une décennie et d'une brutale guerre de sécession. À la naissance, elles pesèrent apparemment à elles de 17 livres, ce qui a choqué toutes les personnes présentes. Eh bien, Millie et Christine étaient des jumelles siamoises, reliées au bas du dos et à la colonne vertébrale par du cartilage. Cela signifiait qu'elles partageaient certains organes vitaux, mais pas tous. Les jumelles sont nées dans une famille nombreuse, car leurs parents avaient déjà 7 autres enfants, 5 garçons et 2 filles. Contrairement à Millie et Christine, aucun de leurs frères ou sœurs n'avait de particularité physique. Leur condition unique, combinée aux difficultés d'être nés en esclavage, a marqué le début d'un parcours extraordinaire et difficile pour les jumelles McCoy. L'enfance de Millie et Christine fut chaotique et tragique. Dès leur naissance, la nouvelle s'est répandue dans la région à propos de la naissance de ces sœurs singulières qui présentaient une anomalie médicale. Au XIXe siècle, beaucoup de gens ne connaissaient non pas le concept de jumelles siamoises, et ainsi les gens commencèrent à se rendre à la ferme Mackay pour les apercevoir. Finalement, Alexandre Mackay s'est irrité de cette perturbation de sa vie quotidienne, alors lorsqu'elles n'avaient que 10 mois, il les a vendues à John C. Purvis à condition que leur mère, Monemia, puisse rester avec elle. Mais cet arrangement n'a pas duré. Environ un an plus tard, les jumelles ont de nouveau été vendues, cette fois à un homme nommé Brower. Brower, avec le soutien financier de Joseph P., a payé la somme incroyable de 10 000 $ pour les jumelles, ce qui équivaut à environ 400 000 $ aujourd'hui. Avec le profit en tête, Brower a commencé à exposer les fillettes comme une merveille médicale sous le nom des jumelles de la Caroline. Il voyageait à travers les États du Sud, y compris la Louisiane, le Texas et la Caroline du Nord. En octobre 1853, Millie et Christine ont fait la une lors de la première foire officielle de l'État de Caroline du Nord, qui attirait chaque jour environ 5000 personnes.
Les filles ont eu un succès immédiat, mais certains doutaient, pensant à une supercherie. À la Nouvelle-Orléans, pour un autre spectacle, Brouwer fit examiner les filles par des médecins locaux, qui confirmèrent qu'elles étaient de vraies jumelles siamoises. La vie exposée au public était éprouvante. Les filles étaient souvent séparées de leur mère et, même si elles ne pouvaient pas le comprendre à l'époque, elles étaient la cible de moqueries publiques. De plus, en tant que tout petites siamoises, elles étaient maladroites et manquaient de coordination, ayant du mal à marcher, ce qui les faisait souvent tomber. Avec le temps, cependant, elles ont développé une démarche latérale particulière qui s'est finalement transformée en une danse charmante qui ravissait le public. Cela devint un rare moment de joie dans des vies autrement marquées par les difficultés et l'exploitation. Lors d'une tournée à la Nouvelle-Orléans, Brouwer reçut une offre irrésistible, 45 000 $ pour les jumelles, une fortune bien supérieure à ce qui avait été payé à l'origine. Pour comparer, cela équivaut à plus de 1,8 million de dollars aujourd'hui. Bien sûr, il accepta avec empressement, mais l'affaire était trop belle pour être vraie. Brouwer avait été escroqué, et Millie et Christine étaient d'un parti, enlevées par le prétendu acheteur. Les jumelles disparurent de la vue du public jusqu'en 1854, lorsqu'elles réapparurent dans un musée à Philadelphie. Durant cette période, de violentes disputes éclataient concernant leur propriété. Brouwer, Joseph P. Smith et même Alexandre Mackay, qui semblaient regretter d'avoir vendu les jumelles pour une somme relativement modique, revendiquaient leur propriété. Pendant ce temps, leur mère, Monémia, se battait pour que ses filles lui soient rendues d'une manière ou d'une autre. L'escroquerie laissa Brouwer ruiné et hors du jeu. Smith devint le propriétaire légal des jumelles et ne ménagea aucune dépense pour les récupérer. Il engagea un détective privé pour retrouver Millie et Christine. Pendant ce temps, leurs ravisseurs étaient repartis vers le nord, exposant les jumelles au célèbre American Museum de P.T. Barnum à Manhattan. Les jumelles sont ensuite apparues au Canada, puis ont été emmenées à Liverpool, en Angleterre. À ce stade, Millie et Christine avaient passé la grande majorité de leur jeune vie loin de leur foyer et de leur famille. En 1857, après une recherche épuisante de 3 ans, l'enquêteur privé les a finalement retrouvées en Angleterre. Leur mère Monémia et leur esclavagiste Joseph P. Smith se sont rendus à Liverpool pour les récupérer. Enfin, à Birmingham, les jumelles, âgées maintenant d'environ 5 ans et demi, ont retrouvé leur mère. C'était un moment doux amer. Millie et Christine avaient passé la majeure partie de leur courte vie entre les mains des ravisseurs, exploités comme curiosités à des fins lucratives. Pourtant, même après avoir été sauvées, leur vie n'a pas tellement changé. Elles ont été rapidement remises au travail, exposées de nouveau au public, d'abord au Royaume-Uni, puis plus tard aux États-Unis, poursuivant leur vie en tant que spectacle pour divertir les autres. Ainsi s'est déroulée la vie de Millie et Christine en grandissant. On se demande ce qu'elles pensaient de leur situation pendant toutes ces années. Les choses ont cependant changé en 1860 lorsqu'Abraham Lincoln a remporté l'élection présidentielle américaine à la fin de cette année-là. En quelques semaines, la Caroline du Sud a fait sécession de l'Union, rapidement suivie par une vague d'États du Sud, dont l'État natal de Millie et Christine, la Caroline du Nord. Au cours de la première moitié de 1861, la nation a sombré dans le chaos et la guerre de sécession a commencé. À cette époque, les filles vivaient de nouveau en Caroline du Nord, partageant leur temps entre le foyer des Smith, des moments passés avec leurs propres parents biologiques et des tournées à travers les États du Sud. Le chaos de la guerre de sécession a limité les déplacements des jumelles, mais a également ouvert la porte à leur éducation. Bien qu'ils aient été propriétaires d'esclaves, il est rapporté que les Smiths traitaient Millie et Christine plutôt bien. La femme de Joseph a même enfreint la loi en apprenant aux filles à lire et à écrire, un acte audacieux à l'époque. Millie et Christine ont également appris à parler plusieurs langues et ont même reçu une formation professionnelle en chant, ce qui allait plus tard définir leur carrière. Joseph Smith est décédé pendant la guerre, laissant derrière lui un domaine qui comprenait plus de 30 esclaves. Malgré sa mort, Millie et Christine sont restées esclaves sous la famille Smith. Mais à la fin de la guerre de sécession, la liberté est enfin arrivée. Les jumelles, ainsi que leurs parents, leurs frères et sœurs et d'innombrables autres personnes dans le Sud, ont été libérées lorsque l'esclavage a enfin été aboli aux États-Unis.
À la fin de la guerre et alors qu'elles entrèrent dans l'adolescence, Millie et Christine ont pu reprendre leur tournée avec un degré d'autonomie bien plus grand qu'auparavant. C'était une époque où les cirques, ou les foires aux monstres, comme on les appelait cruellement, étaient à leur apogée. Des impresarios comme P.T. Barnum dirigeaient eux des troupes d'individus présentant souvent des anomalies médicales, allant des géants et des nains aux femmes à barbe, aux personnes avec des membres supplémentaires et bien d'autres encore. Avant la télévision et la radio, la curiosité dominait la compassion envers les personnes souffrant de telles conditions, attirant ainsi les foules dans les cirques et foires locales lors de leur venue en ville. Millie et Christine se produisaient dans tout le pays avec un grand succès. À cette époque, il y avait une fascination généralisée pour les jumeaux conjoints, souvent appelés siamois. Ce terme provient des célèbres jumeaux siamois Chang et Mbunka, qui sont nés au Siam, l'actuelle Thaïlande. Parfois, Millie et Christine étaient exposées sans atteinte à la pudeur afin de prouver qu'elles étaient réellement siamoises, satisfaisant ainsi la curiosité du public tout en maintenant un certain décorum. Au fil de leur tournée, parfois associées au spectacle de Barnum, parfois avec d'autres directeurs, elles ont acquis plus d'expérience dans la gestion de leurs affaires et semblaient elles-mêmes s'être épanouies dans leur rôle. Elles ont rédigé un mémoire à la fin des années 1860 dans lequel elles utilisaient dans la devise « Comme Dieu l'a décrété, nous avons accepté », indiquant ainsi qu'elles acceptaient leur situation médicale inhabituelle et étaient déterminées à en tirer le meilleur parti. Peu de temps après, elles sont retournées en Europe et, comme beaucoup d'autres artistes de cirque populaire de l'époque, ont rencontré la reine Victoria. Un moment fort de leur spectacle était leur duo, où les sœurs chantaient ensemble ou en alternance, Christine prenant un couplet et Millie le refrain, ou inversement. Beaucoup de ces chansons furent plus tard publiées dans un long livret détaillant leur vie et leur carrière. Beaucoup de descriptions de Millie et Christine furent écrites durant ces années. Un tel langage ne serait même pas envisagé aujourd'hui. L'une de ses œuvres, intitulée « Une esquisse biographique de Millie Christine, la jumelle de la Caroline, surnommée le rossignol à deux têtes et la 8e merveille du monde », fait référence aux jumelles comme à une créature et les mentionne ailleurs comme une seule fille. Comme s'ils ignoraient que les jumelles siamoises étaient deux personnes différentes. Une autre annonce malheureuse de l'arrivée des filles à Liverpool en 1871 les a décrites comme une cargaison arrivant sur un navire, déclarant qu'il était arrivé une cargaison qui, selon les mots de M. Toole, pouvait être qualifiée de tout à fait extraordinaire. Le rapport poursuivait ainsi. « Nous avons ici une jeune femme avec un seul corps mais deux esprits distincts, nés de deux têtes séparées. Tous les hommes intelligents qui l'ont vue à l'hôtel Washington l'autre jour peuvent témoigner de l'intelligence merveilleuse qui prédomine dans les deux cerveaux. La capacité des deux têtes à converser simultanément avec deux personnes différentes sur des sujets différents en témoigne suffisamment, mais la merveille ne s'arrêtait pas là. Certains des plus doux duos dans le langage de la musique ont été chantés par une soprano aiguë et une contralto pure. Les notes provenaient de deux têtes, et pourtant un seul tronc fournissait la verve. D'autres se livraient simplement à des plaisanteries assez idiotes. Le Cincinnati Enquirer plaisantait en disant que la fille à deux têtes ferait une bonne jurée. Elle pourrait examiner les deux côtés de l'affaire en même temps. Ces remarques, bien que moqueuses, mettaient en évidence l'incroyable célébrité qu'elles avaient atteinte. Mais leur vie n'était-elle qu'un spectacle destiné à la dérision, ou ont-elles transformé cette notoriété en quelque chose d'extraordinaire ? Millie et Christine pourraient être considérées comme des victimes d'un monde les traitant comme des phénomènes de foire, ce qui faisait partie de leur réalité. Cependant, en même temps, des artistes comme elles, qui travaillaient pour Barnum et d'autres cirques à cette époque, étaient généreusement récompensés. S'ils savaient exploiter leur popularité, ils pouvaient en gagner beaucoup et prendre leur retraite aisément. Millie et Christine pouvaient gagner environ 25 000 $ par an en travaillant sur le circuit des foires de comté aux États-Unis, tandis que de plus grands spectacles dans les villes ou des voyages en Europe laissaient entrevoir la possibilité de gains encore plus importants. C'était une somme énorme dans les années 1870 surtout, pendant une période de crise financière aux États-Unis, la dépression dite Longue Dépression, de 1873 à 1879.
Avec leur capacité de gain et le marché déprimé, ils ont renversé le désavantage qui avait caractérisé leur vie et ont tiré le meilleur parti de leur situation. Dans les années 1870, ils ont acheté la plantation McKay, où ils étaient nés plus de 20 ans auparavant, et l'ont offerte à leur père. Après sa mort, ils ont acquis la ferme et construit une maison de 14 pièces, où ils vivaient avec de nombreux membres de leur famille élargie. À la vingtaine, Millie et Christine avaient gagné assez d'argent pour prendre une retraite partielle. Comme d'autres artistes de cirque de l'époque, des années de tournée réussies, généralement de 5 à 10 ans, leur ont permis d'amasser suffisamment de richesses pour vivre confortablement, souvent avec du personnel de maison pour les aider. En cas de manque d'argent, elles pouvaient revenir pour une tournée d'1 ou 2 saisons et gagner beaucoup grâce à la forte demande du public. Ce fut le cas en 1871 lorsque les jumelles partirent en tournée en Europe, visitant la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Russie. Les revenus des spectacles étaient souvent complétés par des cadeaux des souverains et aristocrates européens lors de leur représentation dans les cours royales. De retour en Amérique, le duo accepta également de se présenter dans plusieurs institutions médicales et universités américaines pour des examens physiques. Cela pouvait être considéré comme une forme d'exploitation et quelque peu cruelle. Cependant, il faut se rappeler qu'à cette époque, il y avait un véritable manque de compréhension du phénomène des jumeaux siamois et les médecins étaient désireux d'en apprendre davantage à ce sujet. Millie et Christine ont pris leur retraite complète à partir des années 1880. Elles étaient alors dans la trentaine et menèrent une vie tranquille dans la ferme où elles étaient nées, en Caroline du Nord. Des études montrent que les jumelles ont discrètement aidé leur communauté, finançant une école locale pour filles noires et soutenant plusieurs universités dans les Carolines, faisant souvent ces dons de manière anonyme. Elles ont eu une vie assez longue pour des jumelles siamoises, souvent confrontées à des complications liées au partage d'organes vitaux. Dans le cas de Millie et Christine, elles ont vécu jusqu'à un peu plus de 60 ans et lorsqu'elles sont décédées, ce n'était pas à cause de complications liées à leur condition de jumelles siamoises, mais à cause de l'une des principales causes de mortalité de l'époque, la tuberculose. C'est cette maladie qui a emporté la vie de Millie le 8 octobre 1912 à l'âge de 61 ans. Christine serait décédée environ 12 heures plus tard, dans ce qui a dû être une fin très triste. Elles ont été enterrées dans un cimetière à Whiteville, où elles étaient nées plus de 60 ans plus tôt. Leur pierre tombale porte l'inscription « Une âme avec 2 pensées, 2 cœurs qui battent comme un seul ». Les jumelles ont légué leur fortune considérable à leur famille survivante. L'histoire de Millie et Christine a fait l'objet de plusieurs biographies ces derniers temps, permettant de redécouvrir leur histoire autrefois oubliée. Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la vie de l'une des femmes à barbe les plus célèbres du XIXe siècle, Annie Jones Elliot. Dès sa naissance, elle a été exposée dans ce qu'on appelait les foires aux monstres montrant des personnes à l'apparence jugée anormale. Et même si nous pouvons aujourd'hui remettre en question la moralité de ces spectacles, il ne fait aucun doute qu'ils étaient très populaires à leur époque. Voici son histoire. Annie Jones Elliot est née simplement Annie Jones le 14 juillet 1865 dans le comté de Smith en Virginie. Ses parents et toute personne qui la voyait à cette époque étaient immédiatement frappés par son apparence. Car Annie était née avec une moustache déjà bien développée sur le visage et un peu de barbe autour du menton. Là où un homme développe habituellement une pilosité faciale plus tard dans la vie, et au fil des semaines et des mois, cette pilosité faciale continuait de s'étendre. Qu'est-ce qui pouvait expliquer cela ? Annie souffrait très probablement d'hirsutisme ou d'une version très proche de cette affection. L'hirsutisme est une affection qui entraîne une croissance excessive de poils sur différentes parties du corps. Cette affection est généralement causée par un déséquilibre endocrinien sous-jacent d'origine surrénalienne, ovarienne ou centrale. Ces déséquilibres peuvent entraîner une production excessive de testostérone dans l'organisme de la femme et par conséquent la croissance de poils sur le visage. Ou alors Annie pourrait avoir souffert d'hypertrichose, une affection similaire qui tend à provoquer une croissance intense des poils dans des parties localisées du corps. De plus, l'hypertrichose est plus souvent congénitale et présente dès la naissance de la personne atteinte, comme c'était le cas pour Jones.
Les personnes atteintes d'hirsutisme et d'hypertrichose disposent aujourd'hui d'un éventail d'options de traitement. Cependant, ces options n'étaient pas disponibles pour des femmes comme Annie Jones, qui souffrait d'une croissance irrégulière des poils au XIXe siècle. En conséquence, les femmes à barbe étaient un spectacle plus courant dans les villes du XIXe siècle qu'elles ne le seraient aujourd'hui. De plus, dans certains cas particuliers, elles étaient au centre de ce qu'on appelait des foires aux monstres aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. Il existe une longue histoire de femmes à barbe et d'autres personnes à l'apparence étrange considérées comme des sources d'émerveillement et utilisées comme spectacle. Par exemple, au XVIe et XVIIe siècle, des personnes atteintes de nanisme ou de gigantisme étaient souvent employées comme spectacles dans les cours royales d'Europe. Plus tard, ces spectacles dans les cours royales ont servi de base aux attractions foraines du XIXe siècle. Il s'agissait en fait de cirques mettant en scène des personnes souffrant de diverses affections qui rendaient leur apparence très inhabituelle. Et à l'époque où Annie Jones est née en 1865, la femme à barbe ou la dame à barbe était un élément incontournable de ce type de spectacle à travers l'Amérique et dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne. À une époque où la cause de affections telles que l'hirsutisme et l'hypertrichose n'étaient pas comprises, il n'est pas surprenant d'apprendre que les parents d'Annie étaient quelque peu troublés par l'apparence de leur fille. Cependant, leur désarroi fit rapidement place au soulagement lorsqu'une opportunité se présenta peu de temps après la naissance d'Annie. Alors qu'elle n'avait que quelques mois, la rumeur parvint à P.T. Barnum au sujet de la fillette qui portait déjà une barbe. Barnum était un impresario américain qui s'était imposé à New York dans les années 1830 en tant que directeur du Grand Théâtre scientifique et musical de Barnum. Par la suite, dans les années 1840, il s'est diversifié en dirigeant le musée américain de Scudder, un lieu qui présentait des curiosités telles que le général, Tom Pouce, un nain qui, même à l'âge adulte, mesurait à peine plus d'1 mètre, et Chang et Eng, une paire de jumeaux siamois qui étaient extrêmement querelleurs. Barnum était toujours à la recherche d'une nouvelle attraction. Alors, lorsqu'il apprit l'existence de la barbe d'Annie Jones dès son enfance, il prit contact avec ses parents. Finalement, Annie rejoignit l'exposition new-yorkaise de Barnum alors qu'elle n'avait que 9 mois. Ses parents, qui étaient de pauvres Virginiens, acceptèrent cela à condition que Barnum leur verse un salaire pendant qu'Annie participait au spectacle. Annie se retrouva donc à New York en 1866 où elle était présentée sous le nom de l'enfant Ésaü. Le nom Ésaü était régulièrement attribué aux personnes souffrant d'hirsutisme au XIXe siècle et fait référence au personnage biblique Ésaü qui était un petit-fils d'Abraham et le frère de Jacob. Ésaü apparaît dans le livre de la Genèse où il est particulièrement remarqué pour sa pilosité dès la naissance. La première représentation à York a suscité beaucoup d'attention, et Barnum a ensuite conclu un accord avec les parents d'Annie pour qu'elle continue à apparaître dans ses spectacles. Et il recevrait des honoraires de $150 par semaine tant qu'elle ferait partie du musée. C'était une somme très considérable selon les standards du milieu du XIXe siècle, et les parents d'Annie ont accepté. Au début, la mère d'Annie est allée vivre avec elle à New York. Cependant, au bout de quelques mois, une urgence familiale semble avoir obligé sa mère à retourner en Virginie et Annie a été confiée à une nourrice dans la grande ville, une nourrice nommée par Barnum. C'est pendant cette période qu'Annie a été brièvement enlevée par un phrénologue, un partisan d'une pseudoscience du XIXe siècle qui soutenait que le développement intellectuel pouvait être compris en étudiant les propriétés physiques de la tête et du torse d'une personne. Heureusement, Annie a rapidement été retrouvée dans le nord de l'État de New York. Le phrénologue a été poursuivi en justice et la mère d'Annie est retournée à New York pour superviser ses soins. En 1868, alors qu'Annie avait 3 ans, le bâtiment qui abritait le musée américain de Scudder a brûlé. En conséquence, P.T. Barnum a décidé de prendre sa retraite, une décision qui a eu brièvement des répercussions pour Annie.
Cependant, en très peu de temps, Barnum a été tenté de revenir dans le monde du spectacle et un nouveau spectacle itinérant appelé le Grand Musée itinérant, ménagerie, caravane et hippodrome de P.T. Barnum a été créé, bien qu'il soit plus connu aujourd'hui sous le nom du plus grand spectacle du monde. Au cours des années qui ont suivi, tout au long des années 1870, Annie a parcouru l'Amérique avec ce spectacle, présenté d'abord comme le bébé Ésaü, puis, en grandissant, comme la fille à barbe, la femme à barbe et enfin la femme barbue. Déjà à cette époque, au début des années 1870, sa moustache et sa barbe s'étaient développées en une barbe complète avec des favoris. En vieillissant et en prenant conscience de la façon dont elle gagnait réellement sa vie, Annie a également décidé de laisser pousser ses cheveux pour qu'ils correspondent à l'originalité de sa barbe. Finalement, ses cheveux atteignirent une longueur de près de 2 mètres, et elle pouvait en tenir de grandes mèches dans ses mains, posées sur ses genoux. Finalement, elle acquit une telle notoriété qu'elle devint l'une des femmes à barbe les plus célèbres de son époque. Ainsi, au cours des années 1870, 1880 et 1890, Annie Jones fut photographiée et parut dans de nombreux magazines et journaux à travers l'Amérique et l'Europe. Au fil des années, Annie continua de se produire dans le spectacle de Barnum. En 1880 ou 1881, alors qu'elle était encore adolescente, Annie s'est mariée pour la première fois. Son mari était un certain Richard Elliott, membre du cirque, non pas comme attraction, mais comme bonimenteur. Quelqu'un qui était engagé pour se tenir dehors dans la rue et proclamer à haute voix les merveilles à voir à l'intérieur afin d'attirer les passants. Elliott avait de nombreuses années de plus qu'Annie et ses parents n'approuvaient pas la relation, mais le mariage a eu lieu malgré tout et Annie Jones est devenue Annie Jones Elliott. Malgré la désapprobation de ses parents, le mariage devait également durer 15 ans avant qu'elle et Elliott ne divorcent en 1895. Entre-temps, P.T. Barnum est décédé en 1891. Il n'avait joué qu'un rôle marginal dans le plus grand spectacle du monde depuis quelques années, car il était septuagénaire pendant les années 1880, et le cirque avait été en grande partie dirigé pendant ces années par James Anthony Bailey et ses associés, avec qui Barnum s'était associé en 1881. Ainsi, dans les années 1890 et jusqu'à son divorce, Annie traitait principalement avec Bailey après la mort de Barnum. Le divorce en 1895 a provoqué un grand bouleversement dans la vie d'Annie. Elle avait maintenant 30 ans et n'avait jamais connu d'autre vie que celle du cirque. Elle n'avait pas l'intention de changer de profession, mais elle a commencé à exprimer des inquiétudes concernant l'utilisation du terme « foire aux monstres » pour décrire le genre de cirques itinérants qu'elle avait côtoyé toute sa vie. Dans les années qui ont suivi, elle a mené une vaste campagne pour tenter de convaincre des personnes comme Bailey et les responsables d'autres grands cirques américains, tels que les frères Ringling, d'abandonner l'utilisation du mot « monstre » dans leurs spectacles. C'est également peu de temps après l'échec de son premier mariage et son divorce qu'Annie a épousé William Donovan, qui, comme Elliott, était un aboyeur ou un bonimenteur qui restait à l'extérieur pour attirer les clients. Annie connaissait Donovan depuis leur enfance, ayant grandi ensemble dans le cirque, et l'évolution de sa relation avec lui semble avoir conduit directement à son divorce avec Elliott. Cela a entraîné d'autres changements et peu de temps après, elle et William Donovan se sont mariés. Le couple nouvellement marié a alors quitté le cirque Bailey et Barnum et a décidé de se lancer seul en duo. Ils ne seraient donc pas aussi connus que le cirque qu'ils venaient de quitter, mais ils ont eu leur propre indépendance pendant un certain temps, voyageant non seulement en Amérique mais aussi en Europe. Donovan est décédé seulement 4 ans après leur mariage, et privée de son mari et partenaire d'affaires, Annie a décidé de retourner dans un environnement familier et a rejoint de nouveau le cirque Bailey et Barnum en 1900. Elle a poursuivi son activisme contre l'utilisation du mot « monstre » dans les cirques de curiosité, mais son action à cet égard a été interrompue seulement 2 ans plus tard. Alors qu'elle rendait visite à sa mère à Brooklyn en 1902, elle est tombée malade.
Son état s'est rapidement détérioré à cause de ce qui était presque certainement une forme agressive de tuberculose. Lorsqu'elle est décédée le 22 octobre 1902, elle n'avait que 37 ans. Les soi-disant foires aux monstres, auxquelles elle avait participé toute sa vie, sont restées une caractéristique des cirques et des spectacles américains et européens pendant encore 30 ans, mais à partir des années 1920, ils sont devenus progressivement moins populaires à mesure que notre compréhension scientifique de problèmes comme l'hirsutisme s'est améliorée et que les gens sont devenus plus compatissants envers de telles anomalies. En 1868, William Corban a commencé à faire payer ses voisins pour voir sa fille. Cela peut sembler étrange, pourtant tout le monde était curieux de voir la petite fille, mais pourquoi ? Eh bien, la fille était née avec 4 jambes et la petite Joséphine rejoindrait plus tard un spectacle forain et deviendrait célèbre en tant que fille à 4 jambes. Mais comment cela est-il arrivé et à quoi ressemblait sa vie en tant que phénomène ? Rejoignez-moi pour le découvrir. Joséphine Myrtle Corban est née dans le comté de Lincoln, dans le Tennessee, le 12 mai 1868. Ses parents étaient William Corbin, un soldat confédéré blessé, et Nancy Corbin. Le nom de jeune fille de Nancy était Sullins, qui était probablement un dérivé de l'irlandais O'Sullivan, et cela a peut-être été modifié en raison du sentiment anti-irlandais qui prévalait à l'époque. Ses parents étaient d'origine modeste, et plus tard, en raison de l'anomalie médicale de Joséphine, on a supposé que ses parents étaient en réalité proches parents et peut-être même frères et sœurs. Cependant, il n'existe aucune preuve concrète suggérant que ce soit le cas ou qu'une quelconque forme de consanguinité soit responsable des problèmes médicaux de Joséphine. La naissance de Joséphine s'est déroulée normalement, même si ses particularités anatomiques étaient immédiatement évidentes. Cela a entraîné la rédaction de rapports et de nombreux dossiers médicaux durant ces premières semaines, surtout par des observateurs médicaux. Pourtant, en dehors des anomalies, elle ne semblait manifestement pas souffrir physiquement, et sa mère, Nancy, n'a rencontré aucun problème majeur lors de la conception. Néanmoins, il est vite devenu évident, peu après la naissance de Joséphine, qu'elle souffrait d'une affection aujourd'hui connue sous le nom de dipyge, bien qu'à l'époque elle n'ait pas été diagnostiquée médicalement et que la cause exacte en soit restée incertaine. Le dipyge est également connu en latin sous le nom de Pterascata didymum, tandis qu'un nom plus cruel utilisé autrefois était monstre jumelé par le bas. C'est la forme la plus grave de ce que l'on appelle le syndrome de duplication caudale. Ceci est défini comme l'association entre des malformations et des duplications des systèmes impliquant les neurotubes gastro-intestinaux, reproducteurs et urogénitaux, ainsi que l'apparition de défauts dans ces systèmes. La fréquence de cette affection et les raisons exactes de son apparition ne sont toujours pas entièrement connues à ce jour, mais il est largement admis qu'il s'agit d'une pathologie très rare. Une étude à ce sujet, parue dans le journal de l'Association indienne des chirurgiens pédiatriques en 2014, a supposé qu'il n'y avait qu'une poignée de cas confirmés, au XIXe et XXe siècle, dont Joséphine était l'un des très rares cas. Concrètement, cela signifie que les personnes atteintes de cette pathologie présentent une duplication de certaines parties de la région caudale et du tube neural autour de ce que nous appelons habituellement le bassin. Le terme syndrome de duplication caudale n'a été défini dans un contexte médical qu'en 1993. Il était donc totalement inconnu lorsque Joséphine est née dans le Tennessee en 1868. Dans son cas particulier, elle est née avec 2 bassins, qui se présentaient en côte à côte sous sa taille. En conséquence, elle a également développé 4 jambes, 2 à partir de chaque bassin. Cependant, elle n'était ni de force ni de taille égale. Les jambes extérieures, à gauche et à droite, se sont développées comme des jambes normales et pouvaient supporter son poids, tandis que les 2 jambes intérieures étaient plus courtes, plus faibles et n'avaient que 3 orteils. Ainsi, bien que Joséphine ait eu 4 jambes et un certain contrôle limité sur les 2 jambes intérieures plus faibles, elle comptait sur ses jambes extérieures plus fortes pour marcher comme n'importe qui d'autre. Néanmoins, il y avait une certaine forme de normalité dans la façon dont elle se présentait au fil des années.
Par exemple, des photos d'elle datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle indiquent qu'elle portait des bas et des bottes de forme et de design assortis. Sur ses 4 pieds et jambes, bien qu'ils soient de tailles différentes, car ses pieds intérieurs étaient un très petits comparé à ses pieds et jambes extérieures. Un point supplémentaire à garder à l'esprit lorsqu'on évalue comment un individu atteint de 10 piges se développe est que cela provient généralement d'un embryon, qui se serait normalement séparé en jumeaux, mais qui, en raison de circonstances inhabituelles, s'est développé en un seul individu. En fait, ce que nous voyons dans l'état de Joséphine, c'est le petit corps de sa jumelle qui ne s'est développé qu'à partir de la taille et était mal formé. La condition de Joséphine était considérée comme exceptionnellement inhabituelle à son époque et par conséquent, elle a été largement discutée dans la littérature médicale de l'Amérique de l'âge doré dès sa naissance. Dès le début, cela était loin d'être politiquement correct ou même éthiquement correct selon les normes d'aujourd'hui. Par exemple, une brochure publiée en 1869 alors qu'elle n'avait qu'1 an, la décrivait comme une enfant de sexe féminin bien formée et entièrement développée, âgée d'1 an, née dans le comté de Lincoln, Tennessee. Elle est la curiosité de la nature la plus remarquable encore en vie, et dont la nature complexe fait plus sensation parmi les hommes de science que n'importe quelle curiosité jamais connue auparavant. Cette tendance s'est maintenue durant les décennies suivantes, l'histoire de Joséphine étant sans cesse racontée et suivie. Par exemple, un bref compte-rendu la concernant, paru dans l'American Journal of Obstetrics en 1888 alors qu'elle avait 20 ans, qualifiait Joséphine de monstruosité unique. 1 an plus tard, Louis Whaley, un médecin écrivant pour le British Medical Journal ainsi que pour plusieurs autres revues médicales et médias d'information, se montra plus compatissant, lorsqu'il déclara que elle mesure environ 1,52 m, a la peau claire, les yeux bleus et les cheveux bouclés, et elle est très intelligente. Un étranger la voyant en société penserait seulement qu'elle a des hanches exceptionnellement larges et la démarche habituelle d'une personne ayant un pied-botte. Je connais Madame B depuis qu'elle était toute petite, comme la fille à 4 jambes, mais je n'ai jamais réalisé le développement parfaitement double de ses organes génitaux externes et internes avant qu'elle ne devienne ma patiente dans un cas de grossesse. Ce qui s'est révélé plus tard inhabituel dans le cas de Joséphine, c'est que, bien qu'elle ait généralement des rapports sexuels dans l'un de ses bassins, elle est tombée enceinte de l'autre côté. Elle a exprimé une certaine surprise face à cette situation inhabituelle, mais il a été rapporté plus tard par Whaley que, bien qu'un avortement ait dû être pratiqué pour des raisons médicales lors de l'une de ses grossesses, elle a réussi à mener les autres à terme. Lorsque Joséphine n'avait qu'1 mois, son père a commencé à la montrer aux voisins curieux pour 10 centimes. Cela a aidé à subvenir aux besoins de sa famille démunie et elle a rapidement tiré un revenu de sa condition médicale rare. Elle est née et a grandi à une époque où l'idée de ce qu'on appelait les entresorts ou shy, foires aux monstres, était à son apogée en Amérique et en Europe. Cette terminologie serait jugée très politiquement incorrecte aujourd'hui. Mais selon les normes de l'âge d'or en Amérique, il était jugé acceptable de mettre dans des cirques et des entresorts des personnes présentant des anomalies médicales ou des apparences particulières. Ainsi, des spectacles comme celui de P.T. Barnum, ou ce qui est finalement devenu le cirque Barnum et Bailey et le spectacle des frères Ringling, présentait des personnes atteintes de formes extrêmes de nanisme ou de gigantisme, ainsi que d'autres maladies rares qui étaient considérées comme très inhabituelles à l'époque. Joséphine a été engagée pour la première fois dans l'un de ces spectacles au début des années 1880, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Cela était en partie dû à la publicité nationale qu'elle a obtenue après que son père a passé plusieurs annonces dans le journal. Assez cruellement, on l'a surnommée la fille à 4 jambes du Texas. On parlait du Texas et non du Tennessee car sa famille avait déménagé de ce dernier vers l'état de l'Étoile solitaire à cette époque. Les brochures promotionnelles produites à l'époque la décrivaient ni comme ayant un caractère doux, aussi rayonnante que le soleil d'été et d'une joie de vivre inépuisable. Comme si l'on s'attendait à ce que sa condition génétique ait également perturbé son cerveau sur le plan psychologique. Mis à part tout cela, Joséphine était une artiste extrêmement couronnée de succès et populaire.
Au sommet de sa célébrité dans les années 1890 et 1900, Joséphine pouvait gagner jusqu'à 450 $ par semaine, une somme énorme pour l'époque, équivalente à environ 15 000 $ aujourd'hui. De plus, plusieurs autres spectacles à travers les États-Unis et en Europe ont commencé à développer des numéros mettant en scène ce qu'ils prétendaient être des artistes à 4 jambes pour les inclure dans leur propre entresort. Cependant, la plupart utilisaient de fausses jambes prothétiques. Malgré sa condition très inhabituelle selon les critères de la fin du XIXe siècle et le fait que l'on ne comprenait pas entièrement pourquoi elle avait développé un dipigus, Joséphine a pu mener une vie de famille tout à fait normale. À l'âge de 19 ans, elle a épousé James Clinton Bicknell. Leurs photos de mariage révèlent une union heureuse et une jeune femme qui, malgré ce qui serait autrement considéré comme une difformité, était très heureuse le jour de ses noces. Joséphine est tombée enceinte moins d'1 an après son mariage avec James, et c'est cet événement qui a conduit le docteur Lewis Whaley, qui, comme nous l'avons vu plus tôt, a fourni l'une des premières descriptions de sa condition dans la littérature médicale, à la contacter. En 1887, il a décrit comment Joséphine souffrait de douleurs au côté gauche, de maux de tête, de fièvre et d'une diminution de l'appétit en raison de sa grossesse avec 2 bassins. Dans plusieurs articles publiés dans diverses revues médicales, il a expliqué sa condition, qu'il a qualifiée de très inhabituelle et qui a ravivé l'intérêt pour son cas à la fin du XIXe siècle. Malgré ces difficultés, Joséphine et James ont eu des grossesses ultérieures réussies, et ils ont eu ensemble 4 filles et un garçon. Fait curieux, il a été rapporté plus tard que, puisque Joséphine avait en fait 2 bassins et des parties de 2 systèmes reproducteurs, 3 de ses enfants sont nés d'une partie de son corps et 2 d'une autre. Chacun semblait avoir été relativement en bonne santé, et la nature générale de son dipigus n'a pas eu d'impact sur la vitalité de ses enfants. Malgré sa condition médicale particulière, Corbin a vécu une vie relativement longue. Elle n'est finalement décédée qu'à Cleburne, au Texas, le 6 mai 1928, à l'âge de 59 ans. La cause de sa mort était une infection cutanée à streptocoque qui serait facilement traitable aujourd'hui, mais qui a entraîné sa mort à l'époque en raison du manque de connaissances sur l'utilisation des antibiotiques. L'efficacité de la pénicilline, par exemple, n'a été découverte que l'année de sa mort. Peu de temps après sa mort, elle a été enterrée dans une tombe qui a été remplie de béton. Cela peut sembler être une mesure excessive, mais c'était nécessaire à l'époque car il y avait de réelles inquiétudes que le corps de Corbin soit exhumé et exposé. Ainsi, une fois ses funérailles terminées, les membres de sa famille ont veillé près de sa tombe jusqu'à ce que le béton ait séché et qu'ils puissent être certains qu'elle ne deviendrait pas la victime d'un pilleur de tombes. Ainsi, son corps a été inhumé paisiblement, malgré plusieurs offres de la part de médecins et de collectionneurs privés prêts à payer une somme importante pour son corps. Un commentaire récent de l'auteur de son article sur thehumanmarvels.com a noté que Martha était à tous égards un sujet intéressant et une personne remarquable. Certaines personnes auraient pu qualifier des gens comme elle d'anomalies médicales ou utiliser d'autres termes moins flatteurs à l'époque, mais moi je les considère comme des êtres humains incroyables, persévérants, ingénieux et merveilleux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur ces humains inhabituels, qualifiés cruellement de monstres humains. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces vies dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos longues comme celle-ci, dites-le moi et j'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir mes vidéos dès leur sortie. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.